Prix Nobel de la paix, au cœur des années 60, Martin Luther King restera d'abord celui qui a obtenu la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, comme vient de nous le rappeler à l'instant ce documentaire réalisé par Barbara Nessek, plus de 60 ans après, l'occasion, avec nos invités dans ce débat doc, de nous interroger sur l'état des discriminations raciales aujourd'hui aux États-Unis. Maboula Soumaoro est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université de Tours et auteur également avec ce livre, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, publié aux éditions La Découverte. Charlotte Recoquillon est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des États-Unis. Vous êtes également un peu journaliste, pigiste pour le monde diplomatique, notamment l'Humanité, ou encore Carto, qui est un site, je crois, entièrement dédié aux cartographies. Hein, un magazine de cartographie. À découvrir, donc. Et puis, vous êtes aussi auteur de Harlem, une histoire de la gentrification. C'est un ouvrage publié aux éditions de La Science de l'Homme. Et puis, enfin, avec nous, Daniel Sabag. Bienvenue à vous, Daniel Sabag. Vous êtes chercheur, directeur de recherche, plus exactement, à Sciences Po Paris, et spécialiste des discriminations et des questions raciales aux États-Unis. On va commencer avec vous. Et peut-être le dernier panneau qui apparaît dans le documentaire que nous avons regardé ensemble et qui dit ceci. À la mort de Martin Luther King, le revenu médian d'une famille blanche est 10 fois supérieur à celui d'une famille noire. Plus d'un demi-siècle plus tard, cette injustice demeure. C'est vrai, Daniel Sabag? On en est là? Non, en fait, c'est faux et ça m'ennuie un peu de commencer ainsi car le documentaire a beaucoup de c'est bien de le qualité. rectifier si c'est faux. Il me semble nécessaire de rectifier. En réalité, le rapport de 1 à 10 qui est mentionné ici, 10%, il est exact concernant le patrimoine des familles blanches vis-à-vis des familles noires. Concernant le revenu, aujourd'hui, le revenu médian des familles noires est environ de 60% de celui des familles blanches. Il était de 45% en 70, donc il augmente, il reste inégal, mais l'inégalité n'est pas de l'ordre de celle qui est évoquée dans ce cas. Dans une interview auprès de nos confrères de France Culture, c'était en 2023, concernant cette discrimination vis-à-vis des Afro-Américains aux États-Unis, vous dites on observe une forme de progrès, un progrès modéré, discontinu et net, mais très inégal en fonction des indicateurs que l'on considère. Expliquez-nous. D'après la plupart des indicateurs qu'on peut considérer, par exemple, taux de chômage, taux de personnes qui sortent de l'enseignement secondaire sans diplôme, taux d'étudiants qui obtiennent un diplôme d'enseignement supérieur. Vous avez globalement un ratio de 1 à 2 entre noirs et blancs aux États-Unis aujourd'hui. Mais dans certains domaines, l'inégalité est plus forte. Elle est parfois jusqu'à de 1 à 3. Exemple, les taux d'incarcération. Exemple, le fait d'avoir ou non un compte bancaire. Et dans d'autres domaines, elle est plus faible. Et ces inégalités, disons, internes, ces inégalités au sein même des inégalités raciales, sont très importantes. Et il me semble devoir être souligné, parce que le diagnostic qu'on va pouvoir formuler à ce sujet varie en conséquence de cette diversité dans l'inégalité, si vous voulez. Néanmoins, on peut parler d'un progrès, aussi modéré soit-il, concernant la situation et la discrimination vis-à-vis de la population afro-américaine aux États-Unis. On parlera du cas Trump plus tard dans cette émission, mais globalement, 60 ans après. Un progrès, je ne sais pas, je pense qu'il y a des statistiques qui viennent d'être évoquées qui peuvent pointer dans ce sens, mais de manière générale, on parle quand même d'une communauté traditionnellement marginalisée, qui devient aussi de plus en plus complexe à définir, puisque depuis cette communauté première qui était composée des Africains-Américains, il y a maintenant aussi toute une immigration depuis 1965 qui est venue du reste des Amériques, de la Caraïbe et du continent africain. Donc avec des indicateurs qui peuvent être un peu troublés quand on regarde de plus près qui compose cette communauté noire et pas seulement cette communauté africaine-américaine. Mais oui, peut-être qu'il y a une évolution positive, mais je pense que la situation de départ était assez catastrophique. Donc, est-ce qu'il y a une hiérarchie aujourd'hui dans la société américaine concernant les discriminations raciales? Je vous pose cette question puisque dans les années 50, il y avait 90% de blancs
aux États-Unis. Et la situation, de ce point de vue-là, a radicalement changé aux États-Unis. Les Blancs ne représentent plus qu'un peu plus de 57%. Les Afro-Américains, 13,7%. C'est d'ailleurs un chiffre assez stable aujourd'hui. En revanche, la population et la communauté qui prend le pas, peut-être sur certaines autres. Il s'agit des hispaniques. Parfois, on les qualifie de latinos, je crois, qui, eux, représentent un cinquième aujourd'hui, 20% de la population américaine. Il y a une hiérarchisation si on parle des discriminations auprès des raciales aux États-Unis aujourd'hui entre ces différentes populations. Et il y a également la communauté asiatique qu'on pourrait également nommer et dont la croissance est aussi très importante, même si le pourcentage de départ était moins élevé. Et on pourrait parler des populations autochtones. Donc bien sûr qu'il y a des hiérarchies, mais je pense que là, ce que vous pointez du doigt, c'est la question de la structure et du système, du fonctionnement raciste d'une société qui va produire, une sorte de racisme qui va se déployer au sein de la société, mais qui va être le plus touché. Oui, ça peut être discutable, mais quand on parle de la communauté africaine-américaine au sein de l'histoire des États-Unis, c'est une communauté particulière. C'est une communauté qui est installée depuis 1619, qui est installée depuis la création même de l'État-nation États-Unis et qui a cet ancrage particulier qui ne peut pas être associé à la question de l'immigration, par exemple. Sur un plan politique, à l'échelle de ces 60 années qui nous séparent de cette date phare de 1964, l'abolition de la ségrégation raciale dans les États du sud des États-Unis. Quelles ont été les dates marquantes, les politiques marquantes pour un tant soit peu essayer de lutter contre ces discriminations du côté américain ? Alors, une date marquante, c'est celle qui occupe ce documentaire, c'est les années 60 et l'adoption de ces droits civiques qui sont d'ailleurs en danger aujourd'hui. La manière dont le racisme institutionnel et systémique, celui dont on parle aujourd'hui, opère, c'est par une multitude de lois, de mécanismes, de phénomènes dans de nombreuses institutions. Ça va être à l'université, ça va être dans le logement, ça va être dans les emprunts bancaires, ça va être dans l'incarcération, le rapport avec la police, les infrastructures. Donc, il est, à mon avis... La discrimination positive, c'est un terme qu'on a souvent utilisé, mis en place du côté des États-Unis. D'ailleurs, la France a essayé peut-être d'en prendre un peu l'exemple, reprendre ce terme, en tout cas sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça, c'est une politique qui a fonctionné concernant la communauté afro-américaine ? Non. Non. Je préfère aller droit au but en disant non, parce que vous posiez initialement la question des progrès faits. S'il y a eu des progrès modérés, fait pour la communauté africaine-américaine. Quand on regarde le critère des inégalités, c'est-à-dire des progrès faits par les autres communautés, on voit qu'il y a une aggravation en fait de la situation entre les années 60 et aujourd'hui. Ces grandes lois, elles ont servi à acheter, et d'ailleurs c'est un peu dit dans le documentaire, le consensus, et à faire dire aux Blancs qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, et de se laver la conscience un petit peu de leur racisme sans continuer de voir comment ils le produisent encore. Enfin, la société continue et les institutions continuent de produire du racisme aujourd'hui encore, évidemment. Vous partagez cette analyse ? Pour être tout à fait honnête, pas vraiment. Mais je voudrais d'abord rebondir sur ce que disait... Vous expliquer pourquoi pas vraiment. Je vais, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Mais vous posiez d'abord la question de qu'est-ce qui distingue le cas des Noirs américains du cas des autres minorités raciales. Et des éléments de réponse ont été apportés. Je voudrais juste en apporter un complémentaire. Le degré de ségrégation. Le degré de ségrégation résidentielle et scolaire n'est pas du tout le même. Et les Noirs américains sont beaucoup plus ségrégés résidentiellement que ne le sont les Noirs en Europe et que ne le sont les minorités raciales autres que les Noirs aux États-Unis. Sur ce que disait Charlotte Recoquillon, et c'est là-dessus que j'ai peut-être un point de nuance ou de désaccord, regardez deux exemples très simples. Le système judiciaire d'un côté, les établissements d'enseignement supérieur de l'autre. Aujourd'hui, vous avez près de 40% des personnes incarcérées dans des prisons fédérales qui sont noires. Alors que les Noirs, comme vous l'avez rappelé, représentent moins de 14% de la population nationale. On n'est pas sur un ratio de 1 à 2, là, on est sur un ratio de 1 à presque 3. Contrastez ça avec les établissements d'enseignement supérieur.
Que se passe-t-il dans les universités américaines depuis le milieu des années 60 ? Ces établissements font des efforts persistants et significatifs pour accroître le nombre et la proportion d'étudiants noirs et hispaniques, parfois même lorsque la loi le leur interdit. Une politique de discrimination dite positive. On est tout à fait dans une politique de discrimination positive qui a été maintenue contre vent et marée par ces établissements, y compris quand la loi le leur interdisait en procédant par des voies indirectes. Donc dire le racisme systémique est uniformément présent aux États-Unis, aussi bien dans le système judiciaire que dans l'accès aux universités, me semble juste faux. Mais est-ce que dans le cas des universités, donc moi j'utilise pas tellement le terme discrimination positive parce que c'est une très mauvaise traduction du terme affirmative action en anglais, et je pense que ça teinte un peu la compréhension de ces politiques volontaristes qui ont tenté de réparer, parce que ça part de ça, de réparer on va dire des choses qui se sont passées historiquement, histoire de donner davantage d'égalité, de chance aux minorités. Donc au-delà de la présence et des politiques menées au sein des universités pour les minorités, je pense qu'il faut également regarder, mais peut-être que vous pourrez me corriger statistiquement, toutes les minorités. Donc il y a eu ce qui s'est passé, par exemple, pour la communauté africaine-américaine, mais il y a aussi eu ce qui s'est passé pour les femmes, et les femmes qui pouvaient ne pas être originaires de la communauté africaine-américaine, et on va parler des femmes blanches en général, qui ont largement bénéficier de ces politiques, mais qui ne sont jamais associés, en tout cas dans le débat public, avec ces politiques. Et ça compte aussi. Donc en termes de bénéficiaires, je pense qu'il faut aller au-delà de la seule communauté africaine-américaine et peut-être prendre davantage en compte que d'autres bénéficiaires inattendus ont largement profité de ces politiques. Je ne crois pas qu'on soit en désaccord avec Daniel Sabag, parce que je répondais à votre question sur est-ce que ça suffit, en fait, l'affirmative action pour réduire les inégalités. Et très clairement, sans ces dispositions-là, il n'y aurait même pas ces minces avancées. Donc je ne dis pas que ça n'est pas utile. Et sur la dimension des différentes minorités, je pense que le fait de mettre en concurrence par nos discours, les intérêts des différentes minorités, est déjà en soi une position, finalement, et qui va un peu à l'encontre de ce que les mouvements sociaux essayent de faire, c'est-à-dire une intersection et une solidarité des luttes, des communs. Là, vous parlez du wokisme aux États-Unis, puisque ça part de là, ça part des États-Unis, par exemple. Je n'utilise pas ce mot. Non, mais la théorie critique... C'est pas par hasard que le wokisme, ou ce qu'on appelle le wokisme, c'est pas le débat du jour, vient des États-Unis, de ce point de vue-là. Voilà. Tout à fait. Et la théorie critique de la race étudie justement l'intersection des discriminations et comment elles se cumulent. Et ensuite, d'un point de vue militant, comment on peut lutter contre toutes à la fois. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attaque Martin Luther King à la fin de sa vie. Au moment où il est assassiné. C'est au cœur réellement du documentaire que nous venons de voir. Exactement. Enfin, on voit dans les dernières années de sa vie, l'un de ses derniers projets est vraiment d'aller essayer d'unifier tous les laissés-pour-compte des États-Unis et que ces laissés-pour-compte le soient pour raisons sociales, pour raisons économiques. Sans distinction raciale. Exactement. Ouais. Une classe moyenne américaine, une classe supérieure américaine, afro-américaine, a-t-elle réussi à émerger au cours des années passées ? Si on pose la question frontalement à ce niveau de généralité, la réponse ne peut être que oui. Après, est-ce que les membres de cette classe moyenne demeurent soumis à des désavantages auxquels ne sont pas soumis les membres de la classe moyenne blanche ? La réponse est aussi oui. Et je pense que le téléspectateur moyen peut tout à fait comprendre que les deux ne sont pas incompatibles. Si vous me permettez de dire une chose sur le documentaire dans sa globalité, il a beaucoup de qualités et en même temps on a le sentiment que rien n'a changé, que l'échec de King est le constat prédominant, notamment après les émeutes. Or, après les émeutes, il se passe un certain nombre de choses. En 1965, Johnson fait rédiger un rapport, le rapport Kerner, qui, en réalité, n'absout absolument pas l'Amérique blanche de ses péchés, qui dit frontalement « l'Amérique blanche est responsable de la situation de frustration dans laquelle se trouvent des jeunes hommes noirs qui sont les émeutiers et qui sont privés de possibilités de mobilité sociale ascendante ». Et non seulement il pose un diagnostic,
Mais ce rapport qui fait 426 pages, il est acheté par 2 millions d'Américains. Alors est-ce qu'ils l'ont lu, c'est un autre problème, mais c'est un best-seller et ça a un impact énorme. Et il contient des préconisations qui vont être suivies des faits. Je vous donne juste 2 exemples. Une loi interdisant les discriminations dans le logement, qui n'est adoptée qu'en 68, à l'issue des émeutes et du rapport en question. Deuxièmement, le début de la diversification des forces, c'est-à-dire de l'augmentation de la proportion d'Afro-Américains dans les forces de l'ordre, la police et la garde nationale. Et ça, c'est pas un fait mineur du tout. Plus proche de nous, il y a 2 événements qui viennent comme ça à l'esprit lorsqu'on parle de discrimination vis-à-vis de la communauté afro-américaine. L'élection d'Obama, 2008, non seulement l'élection, mais la réélection d'Obama Obama, d'une part, et puis évidemment le mouvement Black Lives Matter. Les vies noires comptent. Pendant les mandats 2020. d'Obama. 2020. Enfin, Black Lives Matter, ça commence dans les années 2010, en vérité. Donc c'est sous Obama. Donc je pense que vous avez raison de parler de l'élection de Barack Obama, donc qui devient le premier président africain-américain parce qu'il se définit comme tel politiquement. Ça aurait dû changer la donne de manière peut-être plus... Ça aurait dû changer la donne. Profonde, radicale. Est-ce que ça a été le cas? Qu'un individu seul peut changer un système. Enfin, il a été élu à la tête des États-Unis, qui sont composés d'un certain nombre d'institutions, qui ont des fonctionnements qui ont été détaillés tout à l'heure. Donc je pense que dans l'imaginaire et dans la symbolique, l'élection d'Obama a été très importante, mais je pense que dans les faits, les politiques menées par Obama, notamment au niveau on va dire, des relations raciales ou de la discrimination, n'ont pas été à la hauteur des espérances. Non, vous diriez des choses comme mais ça. Je pense que les espérances étaient obligatoirement, forcément grandes. Mais voilà, enfin, il a fait ce qu'il a fait, mais ça n'a pas été non plus révolutionnaire. Et Black Lives Matter a commencé sous Obama. Et les premiers représentants de Black Lives Matter avaient d'ailleurs refusé de rencontrer le président à son invitation à la Maison-Blanche. Est-ce que, néanmoins, ces 2 événements, ces 2 marqueurs de l'histoire assez récente des États-Unis, a fait un tant soit peu bouger les lignes, changer les choses concernant cette discrimination raciale? Les lignes bougent parce que les lignes bougent toujours et les lignes bougent pas toutes seules. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est que ce soit dans les années 60 ou que ce soit aujourd'hui, si les choses changent, ce n'est que par l'investissement, la mobilisation, les efforts de groupes, d'organisations, et même pour Martin Luther King, pas de lui tout seul. Oui. Derrière lui, il y avait des organisations, il y avait d'autres militants, il y avait d'autres leaders, il y avait des élus, il y a des stratégies qui coexistent. C'est pour ça que je vous pose la question Black Lives Matter. Ça a été vraiment un mouvement, et c'est pas seulement dans les très grandes villes américaines, hein, ça s'est répandu sur le territoire américain. On peut se dire, là, il y a eu un avant et un après, ça a été le cas ou pas? Alors, pour le coup, je pense qu'il y a un avant et un après politiquement dans la remise au centre de la question raciale comme matrice fondamentale de l'identité américaine. La question raciale est revenue peut-être plus centrale, de manière plus centrale. Centre, après cette espèce de moment un peu fantasmé d'Amérique post-raciale où les États-Unis et les commentateurs pensaient que les États-Unis avaient dépassé ce moment-là. Mais Black Lives Matter, ce mot d'ordre un peu parapluie, il recouvre en fait de très nombreuses stratégies différentes, de très nombreuses organisations, des échelles de lutte différentes, donc beaucoup au niveau local et puis aussi à la stratégie nationale. Et évidemment que Barack Obama, qui prédate Black Lives Matter, mais il est l'apothéose de la stratégie du Black Power, c'est-à-dire de l'infiltration, en tout cas de l'accès, de l'intégration des personnes noires dans les institutions. Évidemment que, voilà, on a vu qu'il y avait de très grosses déceptions. Il me semble que sur la question des mouvements sociaux, ils sont évidemment très importants, mais ils agissent de manière complémentaire avec le gouvernement fédéral. Lorsqu'en 1960, Kennedy est élu contre Nixon, il est élu une majorité faible. Très faible. Très faible. Kennedy est assassiné, Johnson, son vice-président, lui succède. Imaginons que ce soit un républicain à la place de Johnson en 1964, lorsqu'il s'agit de soutenir le projet de loi qui va interdire les discriminations raciales. Il n'est pas du tout évident que le projet aurait été mené à bon terme. Plusieurs tentatives antérieures avaient échoué. Deuxième et dernier point, Obama. Obama est quand même l'un des responsables de la loi sur l'assurance maladie dont les bénéficiaires sont de manière disproportionnée, pas uniquement, mais disproportionnée, les Afro-Américains. Donc la question est un peu plus compliquée qu'une opposition terme à terme entre des mobilisations et des actions
des élites qui en réalité fonctionnent en symbiose ou peuvent fonctionner en symbiose à certaines conditions. Donald Trump, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que les États-Unis vivent aujourd'hui, une première élection, puis une réélection de Donald Trump, ça fait maintenant un peu moins d'un an qu'il a commencé son second mandat. Qu'est-ce que ça a changé concernant la lutte contre les discriminations vis-à-vis des communautés étrangères, à commencer par les Afro-Américains? Alors cette nouvelle... C'est un retour en arrière. On est sur une reségrégation peut-être. Comment diriez-vous les choses? Je ne sais pas si je parlerai de reségrégation, mais en tout cas, on a le rôle assumé, joué par le gouvernement fédéral, à la tête duquel se trouve Donald Trump, pour défaire, pour détricoter, pour détruire un ensemble de politiques qui avaient été adoptées depuis la période dont nous parlons aujourd'hui. Il y a un exemple peut-être qui vous vient en tête? La question de affirmative action, notamment dans les universités, le ciblage de certaines universités. On a suivi l'an dernier toutes les actions qui ont été menées par Donald Trump et son administration sur ce qu'on appelle la Ivy League aux États-Unis, les universités les plus anciennes, les plus chères, les plus prestigieuses. Mettre un terme donc à leur politique de recrutement, placer sous surveillance certains départements et certains domaines de recherche. On peut également penser à ce qui se passe au niveau des musées, ce qu'on appelle les Smithsonian à Washington, donc les musées fédéraux, et notamment l'attaque vraiment très précise portée sur le musée d'histoire et de culture africaine-américaine qui date d'Obama, qui a été ouvert en 2016, qui est le fruit d'une longue histoire d'un activisme d'historiens, de travailleurs culturels et d'artistes pour avoir ce musée fédéral consacré à l'histoire et la culture de la communauté africaine-américaine. Et là, ce musée est vraiment, placé sous surveillance. Il y a un audit qui est demandé. Il faut revoir la narration, le récit de cette histoire africaine-américaine et comment... Une forme de révisionnisme à vos yeux? En tout cas, une réécriture. Une réécriture exigée. Ah oui, complètement un révisionnisme. Il me semble d'ailleurs que à travers tous les exemples qui viennent d'être mentionnés, c'est très très évident que l'administration Trump a identifié l'importance stratégique de contrôler le récit historique et politique de la nation. Ce que ça m'inspire, je ne répète pas tous les dangers qu'il y a actuellement sur les droits civiques et sur le traitement des minorités, mais je trouve que ça vient souligner à quel point le slogan même Black Lives Matter, qui initialement était critiqué parce que la question qui était posée, c'était « mais pourquoi seulement les vies noires comptent ?» C'était une critique qui était faite à ce slogan. La réponse qui était faite, c'était « parce que nous sommes à l'intersection de toutes les discriminations, si nos droits et nos conditions de vie sont protégés, ça garantit au reste des communautés et aux autres minorités la protection et l'égalité. Donc il est stratégiquement dans l'intérêt de tous de s'assurer que les vies noires comptent. Et aujourd'hui, on voit bien, par l'intersection justement et par le parallèle très fort, la solidarité qu'il y a entre la lutte pour les droits des migrants et les luttes contre les discriminations, parce que par exemple, la machine à déporter aujourd'hui, elle s'appuie sur le système et les infrastructures carcérales qui emprisonnent et oppressent les Noirs depuis plusieurs décennies. Donc il y a vraiment... Là, vous parlez de la politique concernant l'expulsion. Oui, oui, c'est ça. Et donc il y a vraiment une convergence très forte entre ces problématiques. Votre analyse ? Elle est assez largement convergente. Il y a une rupture absolument massive, une rupture à la fois rhétorique et pratique, qui se manifeste non pas par la fin de la lutte contre les discriminations, disons, juridiques. Trump n'a pas du tout le pouvoir d'abroger la loi de 64 tout seul. Par contre, il a le pouvoir d'envoyer des signaux. L'administration consistant à dire, attention, les Blancs sont aujourd'hui les principales victimes des discriminations raciales aux États-Unis, il faut les inciter à porter plainte, ce qu'il a fait. Il a le pouvoir d'essayer d'orienter l'interprétation de la décision de la Cour suprême sur la discrimination positive, qui date de 2023, donc un an avant sa réélection, pour en durcir les implications et dire aux universités, vous n'avez le droit de rien faire. Dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors que pour le coup, la Cour suprême, si conservatrice soit-elle, n'a absolument jamais dit ça. La Cour suprême ne s'est pas prononcée sur ce qu'on pourrait appeler des formes de discrimination positive indirecte qui utiliseraient des critères corrélés avec le critère racial au bénéfice des Noirs et des Hispaniques. La Cour suprême dit même explicitement qu'elle ne se prononce pas sur ces autres formes de discrimination positive. Trump est en train d'essayer de détourner le sens de la décision pour lui donner, disons, des implications encore plus radicales.
Ça sera malheureusement le mot de la fin. Un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat, après ce documentaire entièrement consacré au combat mené par Martin Luther King au cœur des années 60. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc, bien entendu. Nos invités sont d'ailleurs là pour réagir à ce que seront vos réactions. Hein, je vous y encourage. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset et Kel, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain DébatDoc, ça sera la même place, la même heure, et toujours avec son documentaire et son débat. À bientôt.